Daniel, terminal S1. Mes responsabilités au laboratoire de SVT m'imposaient une réunion sur votre session de cours du mardi après-midi. Et comme il est hors de question que nous prenions quelques retards, eh bien aujourd'hui vous allez avoir un professeur numérique. Donc sortez vos cahiers et vos trousses, c'est parti pour un cours. On grand de comportement des allèles pendant la méiose, analyse des croisements de drosophiles, ce qui renvoie directement au travail que l'on a fait sur le TP2, de croisement donc typique appelé test cross, ou en français croisement test, que nous allons redéfinir. Voilà. Donc, on a vu que après comptage des croisements donc de mouches, on obtenait finalement deux types de résultats. On rappelle qu'un test cross revient à croiser un individu hétérozygote de génération F1, donc un hybride génétique, par un homozygote récessif. C'est important que l'individu du croisement soit à la fois homozygote, mais récessif pour les allèles des gènes auxquels on s'intéresse. L'intérêt est que, ainsi, la fréquence des individus obtenus en F2, donc à la fin du croisement, est égale en fait à la fréquence des gamètes produits par l'hétérozygote F1, puisque les allèles de l'autre parent sont récessifs. Deux cas de figure donc. Numéro 1, les deux gènes étudiés sont deux chromosomes distincts. C'était l'exemple du gène Ebony body ici sur le chromosome 3, et du gène Vestigial Wings sur le chromosome 2. Voici donc rapidement le type de comptage et de résultats que vous avez dû faire à la loupe. Si on fait une moyenne des résultats que vous avez obtenus, sur toute la classe, puisque sur l'ensemble des plaques, on obtient à la variable statistique près, c'est-à-dire variable statistique, d'une part, donc l'équiprobabilité n'est constatable que sur de très grands échantillons. D'autre part, il est possible de faire quelques erreurs de comptage en distinguant par exemple mal les corps clairs et les corps sombres. On arrive à un cas de figure où on a 4 types de phénotypes pour à peu près 25% de probabilité de chaque phénotype. Et donc, à peu de choses près, une équiprobabilité. Lorsqu'on effectue un croisement, donc une étude de croisement en génétique avec drosophiles, on prend bien garde donc de partir avec des parents dits de lignée pure, c'est-à-dire qu'ils sont homozygotes. Ici, on a la lignée pure du parent 1, donc phénotype dit sauvage, c'est-à-dire celui qui est rencontré le plus fréquemment dans la nature, avec corps clair et ailes longues. Le parent 2 est doublement muté, deux mutations qui sont récessives, et qui se traduisent par un corps noir et des ailes atrophiées dites vestigiales. Voici donc le tableau de croisement des résultats attendus donc pour le croisement entre un individu F1 et un double homozygote récessif. Je vous invite à recopier ce tableau du reste. Donc les gamètes produits par l'hétérozygote sont EB plus VG plus, EB moins VG moins, mais aussi donc les types recombinés par brassage interchromosomique, voire votre premier schéma de méiose qui a déjà été complété au dernier cours, EB plus VG moins, EB moins VG plus. Le parent 2 ne fournit qu'un seul type de gamètes, et qui plus est récessif. Et donc, après réassociation et reformation des génotypes diploïdes des enfants F2, on obtient 4 phénotypes qui sont équiprobables. Deux phénotypes donc correspondent au fait aux associations phénotypiques des parents, corps clair L long, corps noir L vestigial. Ce sont les types en bleu dits parentaux. Et deux types sont nouveaux, corps clair L vestigial, corps noir L long. Ce sont les types dits recombinés qui ont autant de chances de se former dans notre cas, puisque, on rappelle, on est dans le cas où les gènes EB et VG sont portés par des chromosomes distincts, des numéros de paires de chromosomes homologues différents. Ce schéma, qui je vous le rappelle est disponible sur le cahier de texte de la classe, reprend donc à partir de 2n égale 4 chromosomes la ségrégation donc de deux couples d'allèles correspondant à deux gènes, donc portés par des paires de chromosomes homologues différents. On a ici les métaphases et anaphases 1
finalement alternatives qui permettent par brassage interchromosomique en anaphase 1 d'obtenir les 4 gamètes différents de façon équiprobable. Et donc nous voilà rendus au cas numéro 2 où les deux gènes étudiés sont sur en fait la même paire de chromosomes homologues. Et d'après nos connaissances au début du TP2, on s'attendait à ce que, donc d'après ce schéma ici, donc vous avez 4 propositions. Je vous invite à les lire calmement, à identifier la bonne réponse, n'hésitez pas à faire pause, avant de passer finalement plus loin dans la vidéo. Attention, voilà la réponse. Et oui, a priori, d'après nos connaissances au début de la séance 2, là on voit que les types parentaux c'est grand A, petit b, et petit a, grand B. Donc il ne devrait pas y avoir d'autres assortiments possibles, puisque les deux gènes sont physiquement liés sur le même chromosome. On s'attendait donc à obtenir 50% de gamètes grand A petit b, 50% de gamètes petit a grand B, ce qui fait que dans l'optique d'un test cross, et ben on s'attendait à 50% d'individus avec ce génotype et le phénotype en découlant, et 50% de l'autre. Mais certainement pas 4 phénotypes différents, comme dans le cas où les deux gènes sont portés par 2 paires de chromosomes différentes. Or, donc même si on ne voyait pas comment grand A petit b et petit a grand B pourraient être dissociés, séparés, on ne voyait pas comment des recombinés auraient pu être formés, le fait est que des recombinés, on en a obtenu. On est pourtant sur le même chromosome, Black Body Vestigial Wings, mais par vos comptages, récapitulés ici, on a bien une majorité de parentaux, mais on obtient quand même des types recombinés. Alors, je vous avais posé la question de comment imaginer faire des types recombinés, et vous avez proposé des explications qui se sont avérées, c'est-à-dire qui sont devenues vraies, donc on ne s'avère pas vrai, par exemple. Avéré, ça suffit. Et voilà ce qui se passe. Donc, vous aviez un document plus complet sur une prophase 1, donc chez le criquet, chez la sauterelle, je crois que je me suis trompé. Enfin bon, chez un orthoptère. Donc voilà, en réalité, pendant la prophase 1, ce qui se passe. Les chromosomes vont s'associer en bivalents et vont créer des enjambements ou chiasmas, à la faveur desquels ils vont échanger des portions égales, équivalentes, de chromatides non sœurs. Ce phénomène s'appelle le crossing over. Attention de ne pas confondre les deux termes, crossing over, qui est donc ce mécanisme d'échange équivalent donc d'ADN entre des chromosomes homologues, et test cross, qui est un type de croisement. Les mots se ressemblent beaucoup et les étudiants ont parfois tendance à les confondre. Faites attention de ne pas commettre la même erreur qu'eux. Donc recopiez bien ce qui se trouve ici dans la marge, et recopiez aussi, par la photo, vous l'avez sur votre TP2, mais prenez le schéma des étapes du crossing over avec cette explication-là sur l'origine des recombinés et le mécanisme de crossing over. Et donc, ce mécanisme de remaniement chromosomique permet aussi un brassage augmentant la diversité des allèles, mais cette fois-ci, ce brassage ayant lieu à l'intérieur même des paires de chromosomes s'appelle du brassage intrachromosomique et se produit donc en prophase 1 de méiose. Nous compléterons dans le cours la demi-page que nous avons laissée libre pour redécrire ce mécanisme. Bien, pour la suite du travail, vous trouverez sur Eléa, avec le lien menant à cette vidéo, 2 documents. Un document exercice, même si je vous l'ai déjà imprimé, je ne sais pas si j'arriverai à vous le faire passer. Un document exercice donc permettant de travailler sur des croisements de mouches. Et je vais vous présenter la méthode, mais vous aurez également le document papier bilan qui vous permettra de la récapituler. Votre travail sera pour jeudi de préparer l'exercice en question. Vous aurez aussi une petite interrogation, mais qui portera non pas sur les résolutions d'exercice, mais simplement sur les définitions qui ont été vues à l'intérieur de la vidéo. Donc test cross, crossing over, brassage interchromosomique, brassage intrachromosomique, par exemple. Et c'est parti. Donc support méthodologique de résolution du devoir maison. Donc un exercice de génétique lorsque 2 gènes sont impliqués.
Donc les 99% du temps, on va travailler autour d'un test cross. On commence toujours, mais on le vérifie par travailler avec des lignées pures. Ici, j'ai croisé les allèles récessifs et dominants, hein, comme dans l'exemple plus haut. En TP, en quelque sorte, vous aviez grand A, grand B, petit a, petit b, petit b. Mais ça marche pareil, finalement. Juste ça, il faut bien identifier que ce sont les associations parentales. Donc normalement, en partant de lignée de pure, on obtient une F1 homogène, tant au niveau du phénotype que du génotype. Et ça nous permet d'ailleurs de savoir, de déterminer cette F1, quels sont les allèles dominants. Là, la F1, on obtient 100% d'individus grand A, grand B, ce qui nous permet de dire que l'allèle A, grand A domine sur l'allèle petit a, que l'allèle grand B domine sur l'allèle petit b. Un test cross consiste ensuite, et vous le saurez bientôt par cœur, à croiser un individu F1 par un double homozygote récessif qui n'est ici ni P1 ni P2. Donc ça va être un individu qui sera petit a, petit b, petit b. L'intérêt, les individus donc produits, tiens, un E en trop, reflètent directement la fréquence des gamètes générés par le parent hétérozygote F1. Et alors, il y a deux cas de figure, ceux du TP. Soit la descendance est à un quart de chaque, soit dans la descendance, il y a plus de types parentaux que de types recombinés. Donc premier cas de figure, on a un quart de chaque. Si on a un quart de chaque, il y a autant de types parentaux que de recombinés. Ça veut donc dire que la ségrégation, la répartition des couples d'allèles des deux gènes est aléatoire, les résultats sont équiprobables, et donc on est dans ce cas de figure où les deux gènes sont portés par deux paires de chromosomes distincts. On dit aussi, et je reviendrai là-dessus en cours, que les deux gènes sont indépendants, ségrègent de façon indépendante. Deuxième cas de figure, on a plus de parentaux que de types recombinés. Ça signifie que les associations d'allèles de P1 et P2 sont plus difficiles à rompre, et que pour faire des recombinés, il faut passer par le mécanisme de crossing over. Cette fois-ci, les deux gènes ségrègent de façon liée, leurs locus respectifs sont sur la même paire de chromosomes homologues, et les associations alléliques des parents ne peuvent être rompues que par un brassage intrachromosomique qui a lieu, lui, en prophase 1 de méiose. Et on est dans ce cas de figure-là. Voilà le bilan général que vous pouvez récupérer sur ELEA avec le lien de cette vidéo. Voilà, la classe est terminée. On se revoit jeudi pour toutes les questions que vous pourriez avoir et l'élection des délégués. Je serai quant à moi curieux de savoir de votre côté qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience et combien de temps vous avez mis à prendre ce cours un petit peu particulier. À bientôt.